Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire Maman, pourquoi j'ai arrêté l'avion, donc qui est un webinaire pour bien justement appréhender d'autres manières de communiquer auprès de ses proches sur la question de la réduction du trafic aérien, réduction individuelle et collective systémique. Je m'appelle Charlène, je suis coordinatrice du réseau Rester sur Terre et on va faire ce chemin ensemble avec Elisabeth qui m'accompagne. Pour le bon déroulement de ce webinaire, je vous propose de couper votre son et puis de renommer éventuellement de vous renommer avec votre ville et puis également d'ouvrir le chat, en cliquant sur le bouton chat qui se trouve au bas de votre écran pour pouvoir éventuellement donner des indications. On a l'habitude souvent de mettre une étoile dans le chat quand on veut prendre la parole, des plus plus quand on veut montrer son assentiment et des petits moins quand au contraire on n'est pas d'accord avec ce qui est dit. Ce qui évite d'avoir à s'interrompre, mais qui permet de prendre un peu la température de la salle virtuelle. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour faire ce type d'intervention. Moi, je le regarde tout le temps et donc ça m'aide à savoir où vous en êtes, si vous êtes encore en train de suivre. Et puis, si vous voulez dire quelque chose véritablement, vous pouvez toujours taper dans le chat une question ou un commentaire. Pour cette formation, du coup, ce qu'on avait envie de faire, c'était d'échanger sur les bonnes pratiques de communication sur un sujet, la réduction du trafic aérien, qui peut être relativement clivant, et également rappeler les faits et les chiffres sur l'impact du trafic aérien sur le climat pour avoir en fait des bases solides sur lesquelles argumenter. Et puis, on voulait aussi vous permettre un espace de discussion pour échanger sur ce qu'on a pu vivre comme situation vis-à-vis de ça. Et puis pour discuter, se serrer les coudes, voilà, se soutenir à l'approche de discussions qui peuvent parfois être douloureuses parce que ce sont des discussions avec des proches qu'on aime bien, mais qui n'ont pas forcément la même vision que nous ou les mêmes habitudes, en tout cas de vie, sur un sujet qui nous tient à cœur. Donc au programme, on va faire un petit brise-glace pour mieux se connaître. Enfin, on va en tout cas faire une introduction et puis ensuite, on verra toute une partie donc où Élisabeth nous expliquera comment, arriver à, faire changer les gens autour de nous. Quelles bonnes pratiques de communication on peut mettre en place, pour ne pas cliver, pour ne pas brusquer, les personnes, avec qui on veut, parler. Et puis ensuite, moi, je vous présenterai donc quelques données clés sur l'aviation et son impact sur le climat, et notre message clé et nos grandes revendications. Et puis, on fera un petit exercice en petit groupe pour essayer de mettre en pratique tout ce qu'on aura vu ensemble. Voilà. Et puis, toute petite introduction pour vous dire d'où je parle. Donc, notre réseau Rester sur Terre, peut-être certains le connaissent déjà, est la branche française du réseau international Stay Grounded, qui est donc un réseau qui a été fondé en 2016 à Vienne, qui rassemble en fait de multiples organisations locales et membres individuels qui militent pour la réduction du trafic aérien et pour des modes de déplacement plus soutenables et plus justes. Et nous organisons toutes sortes de réunions, de webinaires, d'actions, de plaidoyer auprès des élus, d'actions de désobéissance civile et cetera, pour essayer de faire avancer, la société sur ce sujet-là. Hem, voilà, je vais juste couper, tout de suite, l'enregistrement pour qu'on fasse les petites présentations dans la salle entre nous et puis ensuite, je le relancerai pour, toute la présentation. Donc hop, je le mets en pause. Des de un d'entre vous, ou une d'entre vous, je ne sais plus, je ne trouve plus dans le chat, mais l'a indiqué, ce souhait de pouvoir parler, évoquer ce genre de sujet sereinement. Alors évidemment, moi, comme probablement la plupart d'entre vous, j'ai déjà vécu des situations où, dans le feu des arguments, on lâche les chevaux et puis voilà, on s'engueule avec ses meilleurs amis. Donc ça m'a fait réfléchir parce que
j'ai quand même failli perdre 2 de mes amies les plus proches en étant très virulente et je me suis dit: «1, je les ai pas convaincus et 2, maintenant ils m'aiment plus». Donc finalement, j'ai tout perdu et donc ça doit pas être la bonne méthode. Alors je vais partager avec vous, en fait, 2 outils qui sont utilisés en psychologie et qui visent à favoriser le changement de comportement. Alors, clique Charlène, suivante. Et pour commencer, eh ben, je voudrais que sur le chat, donc, puisqu'on n'a pas de mural, chacun d'entre vous puisse répondre à cette question. Est-ce que vous avez déjà tenté d'exprimer vos convictions concernant, d'une manière générale, le dérèglement climatique et peut-être de façon plus précise le trafic aérien auprès de vos proches? Et quelles réactions avez-vous observées? De la gêne, de l'agressivité, du rejet, sentiment de déni ou de privation de liberté. Oui, vouloir profiter de voyager. D'autres réactions? Confiance en général, mais pas au point de faire renoncer à voler. Oui, c'est déjà mieux. OK. Donc globalement quand même, ce que je lis là, hem, c'est quand même pas mal d'agressivité, de virulence et en fait de rejet, comme moi j'ai pu le vivre. Alors, on va passer à la diapo du coup suivante, Charlène. Tenter d'exprimer les gens autour de moi étaient tous d'accord, mais continuaient à prendre l'avion pour des raisons pratiques. Pas d'agressivité. Ah bah, c'est déjà ça. Alors, le premier outil que je vais vous présenter, c'est un modèle qui a été développé par 2 psychologues américains qui s'appellent Prochaska et Dick Clement, en 82 et qui ont donc théorisé, les stades du changement, parce que en fonction des stades où on en est, on se comporte pas tout à fait de la même manière. Donc on utilise ça beaucoup dans la prise en charge des addictions, notamment le tabac, l'alcool, les drogues. Alors pourquoi pas l'avion? Finalement, c'est une forme d'addiction comme une autre. Et donc dans les stades, vous voyez tout en haut, le premier stade, qu'on va appeler le stade 0, c'est la précontemplation. C'est le stade le pire parce qu'en fait le sujet dit: «Bah, il y a pas de problème». Voilà, donc je vois pas pourquoi je changerais vu qu'il y a pas de problème. Le stade 1, qui est le premier cercle à droite, le sujet prend conscience qu'il y a un problème. Voilà. Alors c'est très inconfortable ce stade 1, parce qu'il y a un problème, mais je continue à vivre comme s'il n'y avait pas de problème. Donc je suis le cul entre deux chaises et c'est pas confortable du tout. Le stade 2, qui est juste en dessous, la personne commence à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour modifier ses comportements. Et le dernier stade dont nous parlerons, celui qui est tout en bas, c'est le stade de l'action. La personne met en place des changements. Après, dans les addictions, on a le maintien et les rechutes. Je pense que pour l'avion, ça va pas trop nous intéresser là tout de suite. On change de diapo. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Alors, l'entretien motivationnel, c'est un style de conversation collaboratif, donc c'est pas un cours magistral, hein, qui permet en fait de renforcer la motivation propre d'une personne à partir de ses propres arguments et son engagement vers le changement. Donc ça, c'est parfaitement adapté dans toutes les situations où la personne est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est le fameux cul entre deux chaises. Elle a bien conscience qu'il y a un problème, mais elle est à des stades divers de décision. Dans le cas du stade 0, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, évidemment, ça marche pas parce que la personne a zéro motivation au changement. Diapo suivante. Alors, pourquoi l'entretien motivationnel? Eh bien, parce que justement, quand on essaye de convaincre des gens, notre comportement naturel est complètement influencé par nos propres convictions et on essaye d'imposer nos arguments, d'imposer nos convictions
à l'autre. Par exemple, vous allez dire, mais oui, mais tu te rends pas compte, tes enfants, l'avenir qu'on leur prépare avec tout ce CO2 et les avions et les bagnoles et tout le reste. Et en fait, la personne, elle en a rien à foutre de ses enfants. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de sauver les baleines. Donc, vous êtes complètement tombé à côté. Et c'est contre-productif parce qu'en plus, quand on argumente, on stimule l'esprit de contradiction. C'est-à-dire que comme vous essayez d'imposer votre manière de voir à quelqu'un d'autre, eh ben, vous privez cette personne de son autonomie et du coup, bah, elle va avoir tendance à réagir en contre-argumentant, donc dans l'optique du non-changement, rien que pour dire le contraire de ce que vous dites et pour préserver son autonomie. Donc dans l'entretien motivationnel, en fait, on va chercher à éviter la contradiction et à soutenir au contraire l'autonomie de décision de l'interlocuteur, c'est-à-dire en fait ben, on va le voir dans la diapo d'après en fait. Voilà. Donc on va déjà poser des questions ouvertes pour que la personne puisse s'exprimer, mais on va évidemment les orienter, nos questions. On va les orienter pour essayer de l'amener à dire bah, tout ce qui va dans le bon sens. Et puis chaque fois qu'elle dit quelque chose qui nous arrange, on va valoriser, on va encourager. Si la personne met en place ou envisage des efforts minimes, mais c'est déjà très bien. On va, quand on est entraîné, on peut reformuler. Chaque fois qu'elle dit quelque chose de bien, on le répète avec d'autres mots. Ça renforce le point. Et puis, bien sûr, à certains moments, on va donner des informations et conseiller. Alors, vous voyez le petit cadre rouge en bas, hein. Est-ce que c'est pas un petit peu une technique de manipulation? Ben oui, c'est carrément une technique de manipulation. Mais c'est pas toxique parce que, un, on va à aucun moment donner des informations fausses, et puis deux, on ne tire aucun profit de, de cette conversation, aucun profit personnel. Donc, on se dit qu'on peut manipuler un petit peu, on fait de mal à personne. La diapo suivante. Donc, si on applique les stades du changement à ce que j'ai appelé la climato-conscience, c'est important parce que ça vous permet de savoir comment, en fait, vous comporter. Alors, le niveau 0, vous voyez notre futur président des États-Unis, c'est le climato-scepticisme sous toutes ses formes. Le niveau 1, ambivalence, inconfort, ben, c'est des gens qui commencent à vraiment avoir conscience que les actions humaines bousillent le climat, mais ils sont pas encore prêts à se remettre en question. Donc ça, dans le chat, il y a quelqu'un qui citait ça, cette notion-là, bah oui, je sais que c'est pas bien, mais j'ai quand même envie de voyager en avion. Le niveau 2, c'est le niveau d'intention. C'est-à-dire que je commence à réfléchir. Je suis tellement inconfortable dans le niveau 1, j'ai tellement l'impression que je me dédouble, en fait, que je suis schizophrène et que je colle pas à mes valeurs dans mon mode de vie, que je commence à réfléchir à ce que je pourrais faire pour retrouver un état de relatif confort psychologique. Et puis le niveau 3, bah, c'est l'action. Et là, je commence à faire des choses, je mets en place des changements. Alors, diapo suivante. Donc le niveau 0, c'est les climato-sceptiques. Pour eux, il n'y a pas de problème. Le problème n'existe pas. Alors ils vous disent, vous avez tous entendu ça, les variations climatiques ont toujours existé, ça n'a rien à voir avec l'homme. On va trouver des moyens de recapter tout ce carbone, c'est pas la peine de s'inquiéter. On peut pas mettre tout le monde au chômage pour sauver la planète. Une petite variante du climato-scepticisme, c'est le climato-défaitisme. Ben on n'y peut rien, hein. Tant que les Chinois et les Américains feront rien, ben nous, avec nos petits 1% d'émissions, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, c'est trop tard, la catastrophe est là, la planète est foutue, on peut plus rien éviter. On peut rien faire au niveau individuel, il faut des décisions politiques. C'est pas faux, mais bon, on peut rien faire au niveau individuel, c'est un gonflé quand même. Et j'ai vu ça dans le chat, quelqu'un l'a mis, là, il est sous mes yeux, c'est Yves. De toute façon, que je sois dedans ou pas, l'avion partira quand même. Diapo suivante. Donc là, ce niveau 0, en fait, il faut bien prendre conscience que tous ces arguments, ce sont que des moyens qu'utilise la personne pour éviter de se remettre en question, sans changer ses comportements et sans se sentir coupable. Donc, du coup, il s'accroche absolument à n'importe quoi pour rester bien confortablement dans des comportements qui les arrangent et sans culpabiliser. Donc les climato-sceptiques, ils vous disent il n'y a pas de problème, bah donc il n'y a rien à changer. Les climato-défaitistes, ils vous disent on n'y peut rien, bah donc autant rien changer, hein. La suivante.
Donc ces gens-là, c'est pas la peine de leur parler de l'avion, hein. C'est un petit peu leur commencer à leur parler du trafic aérien, c'est un petit peu comme donner, une recette de bœuf bourguignon à un végétarien. Vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez commencer à leur parler de l'avion, dans très longtemps peut-être, une fois qu'ils seront convaincus qu'il y a bien un problème et qu'on peut faire quelque chose sur ce problème. Alors en bas de la diapo, vous voyez, il y a marqué bon courage. Bon courage parce que c'est terrible, mais les gens qui sont dans cet état-là, ils sont cramponnés comme des moules à un rocher. Et pour les faire bouger, c'est très très compliqué. En fait, en général, ils bougent quand il se passe quelque chose qui les touche. Voilà, ou qui touche un de leurs proches, ou qui touche un endroit qu'ils connaissent, qui va être avec la montée des eaux, la destruction des littoraux, ou peut-être qu'ils connaissent quelqu'un qui vit dans je ne sais quelle île et qui va être obligé. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour qu'ils bougent, il va falloir qu'il se passe quelque chose de très très fort. Et en général, avec ces gens-là, quand on essaye d'argumenter, c'est clairement, on se fâche, quoi. On se fâche. Ils se fâchent et on se fâche. Donc il faut malheureusement, pour discuter avec eux, attendre qu'ils soient passés au niveau 1. Et là, on peut commencer à bosser un peu. Donc à ce stade, la personne, elle est hésitante, elle est pas confortable, elle hésite entre bah, sa fesse de gauche et sa fesse de droite, mais il faut toujours se souvenir que elle bougera pas si elle décide pas elle-même de changer ses comportements. Et donc je vous dis, si la personne, eh ben, ce qui l'intéresse, c'est de sauver les baleines bleues et que vous lui parlez des forêts ou de l'avenir de l'humanité, vous pouvez être complètement à côté. Mais on peut l'aider à avancer, en posant des questions, pour qu'elle-même, en fait, elle exprime ses pour et ses contre, ses motivations pour changer, mais aussi ses motivations pour pas changer, et qu'elle fasse de mieux en mieux la balance entre les deux. Donc, je vous ai mis comme ça deux questions assez généralistes hein, que j'ai imaginées. Discuter en disant, mais t'as déjà calculé ton empreinte carbone, toi, puis pas du tout sur un ton jugeant. Hein, c'est plutôt genre, ben, oui, tu l'as fait, je l'ai fait, qu'est-ce que tu penses, quoi? Qu'est-ce que t'en as retiré? Et une autre question possible, c'est, ben, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos modes de vie? Qu'est-ce qui serait le plus facile pour réduire notre empreinte carbone? Et puis, ben, la deuxième partie de la question, c'est: «Et qu'est-ce qui serait le plus efficace?» Donc ce que je vous propose là, c'est de faire un petit exercice. Est-ce que vous voulez bien marquer sur le chat si vous avez des idées comme ça de questions ouvertes pour amener une personne que vous connaissez à exprimer ses pour et ses contre, sa position en fait sur le changement vis-à-vis du dérèglement climatique ou de l'avion, même directement. Non, personne, ça intéresse pas. Si, tu connais le poids carbone d'un trajet Paris-New York? Ah, non, c'est pas facile. D'autant plus qu'une question ouverte, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Alors là, l'histoire du poids carbone, c'est bon. La personne, si elle répond oui, il va bien falloir qu'elle donne un chiffre derrière. Oui, qu'est-ce qui te plaît dans tes vacances? C'est super bien ça. Bah, le Paris-New York, on va en parler dans pas longtemps. On donne pas la réponse tout de suite. Mais oui, qu'est-ce qui te plaît dans tes vacances? C'est bien parce que vous allez amener finalement la personne probablement à décrire tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le fait d'aller loin ou alors peut-être avec un peu de chance, ou de prendre l'avion. Donc, je vous laisse réfléchir parce que le temps est un petit peu compté. Si vous avez des idées qui vous viennent, oui, c'est quoi le dépaysement pour toi? C'est super. Euh, Est-ce qu'on peut pas voyager plus près? C'est une question fermée parce que on peut répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on a vraiment, ouais, alors est-ce qu'on a vraiment besoin, que cherches-tu en vacances? Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voyager dans le boulot? C'est une question fermée, mais elle peut tout à fait être transformée très facilement par, bah, pourquoi on a besoin de voyager après tout dans le boulot? Que recherches-tu dans les pays lointains? Qu'est-ce qui te manquerait le plus dans le fait d'arrêter l'avion?
Voilà, bah, tout ça, c'est super. Vous avez bien compris le principe et vous avez vu que les questions que vous posez, elles sont super bienveillantes, en fait. Globalement, la plupart d'entre vous, ce que vous avez écrit, c'est pas des choses qui sont dans le jugement. Vous avez vraiment un une approche en essayant de vous intéresser à la personne et d'entendre et d'écouter, de comprendre ce qu'elle va vous dire et du coup, c'est pas du tout sur le même ton que: «Non mais tu te rends compte, à Paris-New York, ce que tu dégages comme CO2?» Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, c'est très important à ce, cette discussion que vous aurez, j'espère, bientôt. Pourquoi tu souhaites arriver plus vite à destination? Oui. Quelles sont les destinations accessibles par train qui t'intéressent? Oui. Et on peut même imaginer quelles sont les destinations accessibles par train où tu pourrais faire exactement la même chose que en Colombie ou au Tibet ou je sais pas où. Pourquoi tu veux arriver le plus vite? Que penses-tu du voyage en train comme faisant partie des vacances? OK, c'est super. Vraiment merci de votre contribution. Donc ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas contre-argumenter, c'est hyper important. C'est-à-dire que si même si la personne vous dit quelque chose, bah, qui va pas du tout dans le bon sens, si vous commencez à lui dire: «Ouais, mais tu te rends pas compte, c'est complètement nul», alors je caricature, mais même si vous dites pas: «C'est complètement nul», dès que vous allez être dans l'opposition, vous allez la braquer. Or, vous avez en face de vous, a priori, quelqu'un qui commence à prendre conscience, quelqu'un qui peut-être va bientôt envisager de faire des choses. Alors si la personne commence à vous dire: «Oui, ben, moi maintenant, je prends plus ma voiture, donc je fais 1 000 kilomètres de moins par an en voiture et je roule en vélo ou je prends les transports en commun» et vous allez vous dire: «Putain, avion 5 fois par an, donc en gros son vélo, c'est une goutte d'eau dans un océan de carbone» et ben si vous lui dites ça, la malheureuse, vous allez complètement stopper, en fait, sa bonne volonté et son envie d'aller plus loin. Par contre, ce que vous pouvez faire après que la personne se soit exprimée, c'est juste dire: «Ben moi, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de plus prendre l'avion». Alors, soit les gens vont rebondir, c'est vous dire: «Ah bon et pourquoi?» Et là, c'est super parce que vous allez pouvoir avancer des arguments, soit ils vont juste pas commenter, genre: «J'ai pas envie d'en parler parce que moi, j'ai pas envie d'arrêter l'avion» et là, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, n'essayez pas d'aller plus loin, laissez mijoter. Vous savez que la personne, vous avez déjà planté une petite graine, on y reviendra. Il vaut mieux laisser mijoter que de l'amener finalement à poser sur la table tous les arguments qu'elle a pour ne pas arrêter l'avion. Ou elle va se renforcer automatiquement, évidemment, dans ses arguments pour ne pas arrêter. On passe à la suivante. Alors, le niveau 2, attention. À ce stade, la personne envisage de changer certains de ses comportements, mais pour faire des choix, pour savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien, elle a besoin d'informations. Et là, bah, vous avez gagné le gros lot, parce que vous avez quelqu'un qui demande qu'à entendre tout ce que vous allez lui dire. Et donc, ça va être le bon moment pour bah, lui confier quelques chiffres que Charlène et quelques données que Charlène va vous présenter dans quelques minutes. Cependant, il faut prendre quand même quelques précautions. Oui, le site Bon Pote, Françoise, je suis complètement d'accord, il est génial. Donc, diapo suivante. Donc déjà, la première des précautions et j'ai été confrontée à ça, moi, très récemment, avec une copine, qui est une fille qui a vraiment pas beaucoup de sous et son frère vit en Alaska et elle va faire le premier voyage en avion de sa vie et probablement le seul, l'année prochaine, pour aller visiter l'Alaska pendant que son frère y est encore. Bon, ben, on peut pas considérer une personne comme ça de la même manière que quelqu'un qui prend l'avion 3 ou 4 fois par an pour faire des voyages d'agrément, quoi. C'est évident que cette copine, ça me serait même pas venu à l'idée de la culpabiliser parce qu'elle aura vraiment pas contribué beaucoup, au carbone de l'aviation. Je le répète et je le répéterai jamais assez pour ne pas braquer. Il faut pas juger, il faut pas contredire. Au contraire, il faut encourager, il faut valoriser, même si ça vous paraît, carrément insuffisant. Enfin, un troisième petit conseil, c'est toujours plus facile enfin, c'est toujours plus facile d'argumenter ou de donner des infos sur un truc où vous êtes à peu près certain d'avoir un consensus. Et moi, j'ai remarqué que on obtient assez facilement un consensus sur les jets privés. D'ailleurs, on n'a mis aucune data dans les diapos sur les jets privés. Tu pourras peut-être envoyer des données, Charlène, après. Parce que la plupart des gens qu'on connaît, en tout cas moi, la plupart des gens que je connais, bah, ils sont jamais montés dans un jet privé. Donc du coup, quand on donne des données, sur le scandale des jets privés, qui payent 0 taxe sur le kérosène, comme les vols réguliers, hein, entre nous soit dit.
on obtient assez facilement un accord et le fait que les gens vont être d'accord avec vous. Pour les vols réguliers, c'est plus compliqué quand vous avez en face de vous des gens qui aiment bien voyager en avion. Donc moi, mon conseil, c'est de commencer par le plus facile, obtenez un consensus sur les jets privés. Et c'est évident que si tout le monde est d'accord sur le fait qu'un jet privé, ça pollue horriblement, ils sont un peu coincés, quoi, parce que c'est assez logique. Le pont entre le jet privé et l'avion d'une manière générale, il est assez facile à faire et il faudra les laisser le faire tout seuls. Mais vous aurez au moins obtenu qu'ils vous écoutent sur un sujet où tout le monde peut être d'accord. Diapo suivante. Alors la précaution aussi, il faut penser, peut-être ceux d'entre vous qui l'ont déjà vécu, bah, renoncer à prendre l'avion, c'est renoncer à faire quelque chose qu'on aime bien, c'est renoncer à une activité gratifiante. Donc c'est une forme de deuil. Et donc, l'une des choses que vous pouvez faire avec vos questions ouvertes, et j'ai déjà vu que certains d'entre vous l'ont mis dans leurs questions ouvertes, c'est en fait les aider à énoncer les bénéfices qu'ils retireront s'ils arrêtent de prendre l'avion ou s'ils prennent beaucoup moins l'avion. Alors, ça peut être des bénéfices complètement matériels, hein, genre, on fait beaucoup d'économies quand on n'achète plus de billets d'avion. Ça peut être aussi un bénéfice psychologique. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ressens tous les jours, c'est-à-dire que je me sens beaucoup plus en phase avec mes valeurs en prenant pas l'avion. Je ne suis plus dans cette, en tout cas pour l'avion, dans cette position inconfortable de me dire je le fais, mais je sais que je devrais pas le faire. Donc, quand vous êtes dans une discussion comme ça, peut-être au repas de Noël bientôt, eh ben, vous pouvez vous aussi exprimer les bénéfices que vous retirez. Voilà, tous les bénéfices que vous avez depuis que vous partez plus en vacances en avion et que vous faites du slow travel. Alors, économie bof, car le train plus cher, ça dépend où tu vas, hein, parce que quand tu t'achètes des billets d'avion pour aller à l'autre bout du monde, tu es quand même à 800 balles par personne. Alors, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais finalement, il y a beaucoup plus de gens qui le font qu'on ne croit. Puis c'est ceux-là qu'il faut convaincre, parce que les longs courriers, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et donc, s'ils prennent un TGV pour aller à l'autre bout de la France, ça va leur coûter beaucoup moins cher que de prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde. Donc, vous pouvez, sans fâcher les gens, dire ce que vous ressentez, ce que vous en avez tiré, pourquoi vous vous sentez mieux ou pourquoi vous êtes plus heureux depuis que vous prenez plus l'avion. Diapo suivante. Alors bon, et ben voilà, vous n'allez pas le faire sur le mural puisqu'on n'a pas de mural, mais vous pouvez le faire. Ceux qui l'ont pas encore fait, énoncez en fait dans le chat les principales satisfactions que vous retirez depuis que vous prenez plus ou beaucoup moins l'avion. Ouais, fierté d'être en accord avec mes valeurs. Alors évidemment, on partage ça, Léo, il n'y a pas de doute. Contact proche avec la nature, Françoise. Ouais, accord avec mes valeurs et mes actions pour le climat, c'est important, hein. Vous voyez comme c'est important d'être psychologiquement pour un être humain, d'être capable de se regarder dans la glace et d'être fier de soi. Prendre le temps du voyage, un voyage dans le voyage. Ouais, super. Cohérence avec mes valeurs encore, Françoise. Découverte de nouvelles façons de voyager. Oui, c'est super. D'ailleurs, vous avez vu le nombre de gens qui font à pied Saint-Jacques-de-Compostelle? Là, c'est le truc qui est super à la mode en ce moment. Voilà, les mêmes qui prennent l'avion, ils sont super heureux de faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Boycott des compagnies aériennes et pétrolières. Ouais, là, on est dans la lutte. Sensation de contribuer à la dépollution et gestes de sobriété. Plus de stress de l'aéroport. Oui, c'est vrai. Un voyage en avion, c'est finalement long. Quand on va loin, c'est long, c'est chiant, c'est compliqué. Perception du voyage comme une transition entre deux lieux. Ah, l'ancien directeur de l'aéroport est parti faire Compostelle. Bah super. Bon, donc bah, vous pouvez continuer à mettre, à vous exprimer, et puis on va avoir des choses en sous-groupe. Moi, pour moi, maintenant, je vais conclure cette partie avec la diapositive suivante. Donc, j'espère que je vous ai convaincu pour convaincre, il est plus efficace de ne pas essayer de convaincre, mais de laisser les gens se convaincre tout seuls.
Cela dit, on va les manipuler un petit peu en posant des questions ouvertes, en utilisant des encouragements et en faisant miroiter des bénéfices que nous avons trouvés dans nos actions. Et je peux vous dire, je l'ai encore vécu samedi soir et je me suis vautrée lamentablement. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à le faire. C'était pas sur l'avion, c'était sur autre chose. C'est super dur de se retenir d'argumenter. Super dur. Mais ça marche beaucoup mieux. Voilà. Merci de votre attention et puis à tout à l'heure dans les petites salles. Charlène, c'est à toi. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Et vraiment, j'adore cette conclusion. Se retenir d'argumenter, c'est hyper difficile, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. On passe sur la partie un peu plus données de base sur l'aviation. Sachez que c'est une partie qu'on va faire assez rapidement pour se laisser le temps d'expérimenter dans les petites salles tout à l'heure. Et du coup, je vais aller assez vite. Mais pas de panique, vous aurez les slides à disposition à l'issue de cette formation, donc vous pourrez vous y référer. Et sachez également que si jamais vous avez une question sur les chiffres, enfin vous ne comprenez pas pourquoi tel chiffre a été cité et pas tel autre, faut pas hésiter aussi à me contacter. Vous avez mon contact via les mails que vous avez reçus pour vous inscrire à la formation. Donc, allons-y. Quelques données clés sur l'aviation et son impact sur le climat, pour se rappeler un petit peu des bases. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quel est le bilan carbone d'un aller-retour Paris-New York par passager? Donc, combien de tonnes de CO2 ça émet? Et du coup, Cathy nous dit 2 tonnes dans le chat. C'est pas faux, mais c'est pas le chiffre qu'on a l'habitude de donner à rester sur Terre. Yves aussi, ok. Eh ben, nous, on a tendance à donner le chiffre de 3,4 tonnes équivalent CO2. Alors, il y a plusieurs choses dans ce chiffre. Équivalent CO2, c'est parce qu'en fait, on met aussi les effets hors CO2. Donc, pas seulement le CO2, mais les autres gaz à effet de serre qui vont avoir un impact sur le climat et qui vont avoir un pouvoir réchauffant. Et il faut savoir que donc, ces effets hors CO2, eh bien, ils doublent le bilan, enfin, ils triplent du coup l'effet du seul CO2. Ils sont équivalents à 2 fois les effets du CO2. Donc, ça fait au global une augmentation qui est très significative sur un long courrier comme un Paris-New York aller-retour. Donc voilà, nous, enfin vraiment, on préfère que ce soit ce chiffre-là que les gens retiennent. Et c'est important, d'autant plus que vous le savez sûrement si vous êtes adepte enfin en tout cas si vous êtes habitué à cette question climatique, que 2 tonnes, c'est le budget cible par an et par personne pour avoir une empreinte durable, sachant qu'en plus, c'est de moins en moins vrai, puisqu'en fait, on dépasse nos budgets chaque année. Donc, c'est plus de tonnes qu'il faudrait viser, mais c'est en dessous. Donc, 3,4 tonnes, ça explose vraiment littéralement le budget par an et par personne. Et donc, voler à une échelle individuelle chaque année n'est pas soutenable. Je vais y venir, Laurent, pour les gaz hors CO2, j'arrive. Et par ailleurs, sur ce diagramme, on peut voir aussi que prendre l'avion est une injustice climatique, puisque énormément de personnes dans le monde vont avoir une empreinte carbone beaucoup inférieure à ce 3,4, avec l'ensemble des activités qu'elles pratiquent dans une année. Et ce sont évidemment les populations qui sont malheureusement les plus vulnérables au changement climatique. Donc vous voyez notamment l'empreinte carbone moyenne par habitant en Inde qui est à 1,8 tonnes à l'heure actuelle sur le diagramme. Alors, parlons maintenant des effets hors CO2 puisque c'est assez fondamental quand on parle de l'avion. Les effets hors CO2, donc ce sont les autres gaz et notamment pour l'avion, ce qu'on calcule, c'est les oxydes d'azote, les NOx, et les traînées de condensation. Ce sont les contrails. Donc, rien à voir avec les chemtrails. Les chemtrails, ça n'existe pas. Mais ce sont les traînées de condensation. C'est en fait le fait que quand l'avion vole dans la haute atmosphère, il va produire de la condensation. Donc, en fait, c'est la vapeur d'eau qui va se transformer en gouttelettes.
et qui va du coup avoir un impact sur la constitution de l'atmosphère et qui va former une sorte de couche, comme une couette en fait, qui va garder, piéger les radiations à l'intérieur de l'atmosphère. Et donc ça engendre un effet réchauffant. Donc au global, ce qu'il faut savoir, enfin, si on veut être un peu technique, on peut constater d'ailleurs que les NOx, les oxydes d'azote, vont avoir plutôt un effet refroidissant, mais ça dépend des conditions atmosphériques, ça dépend du jour, enfin, de la journée ou la nuit. Et par contre, les traînées de condensation, quand elles évoluent en cirrus, vont avoir un effet plutôt réchauffant. Et au global, du coup, l'ensemble de ces effets hors CO2 eh bien, va avoir un impact qui est le double de l'impact du seul CO2. Et donc, en tout, c'est x3 qu'il faut faire quand on parle de l'ensemble de l'impact du trafic aérien sur le climat. Dans le petit diagramme là, vous voyez du coup qu'on a fait le calcul, nous, de combien, quelle est la part du coup du réchauffement induit par le trafic aérien. Et on peut garder à l'esprit qu'au global, donc au niveau international, eh bien, le trafic aérien est responsable de 5,9% de l'impact actuel annuel sur le climat, et non pas 2,6 ou 2,9% comme on l'entend souvent, parce qu'en fait, il y a ces effets hors CO2 qu'il faut prendre en compte. Donc, si on prend ces effets-là et si on regarde un petit peu à quoi correspond l'avion, eh bien, on constate, par exemple, que si le secteur aérien était un pays, il se classerait du coup sixième, pardon, entre donc le Japon et l'Allemagne, encore une fois, pour l'ensemble de leurs émissions, donc de toutes les activités que ces deux pays ont. Eh bien, donc l'avion, voilà, sixième pays au monde, ça n'est pas du tout négligeable, ça n'est pas du tout rien, d'autant plus que ça profite à une minorité et on va le voir juste après. Concernant l'impact en France, on a produit un papier du coup avec Rester sur Terre qui recalcule cet impact de l'avion sur le climat au regard des émissions hors CO2. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit déjà, c'est le chiffre officiel. Le chiffre officiel de la DGAC, donc la Direction générale de l'aviation civile, eh bien, c'est que l'aviation commerciale à l'heure actuelle en France est responsable de 6,8% des émissions françaises. C'est déjà colossal. Quasiment 7, vous pouvez retenir 7% des émissions de la France, c'est vraiment colossal. Mais en plus, en ajoutant les effets hors CO2, avec toutes les modélisations dont je viens de parler tout à l'heure, eh bien en fait, on arrive à 15% de l'impact du pouvoir radiatif, enfin de l'impact réchauffant de la France. Donc voilà. Parfois, il y a le chiffre 5,3 qui tourne, il est faux parce que ce n'est pas les bonnes divisions qui ont été faites. Tout ça est expliqué dans le petit article de vulgarisation dont vous avez le lien et que vous pouvez aller reconsulter si vous le souhaitez. C'est assez intéressant pour bien comprendre en fait de quoi on parle. Mais gardez à l'esprit du coup bah voilà, que l'avion en fait en France, c'est quand même vraiment très important et c'est pas du tout en fait les chiffres qu'on a l'habitude d'entendre. D'autre part, l'avion a aussi, eh bien, d'autres effets néfastes, notamment donc, en fait, les NOx, donc les oxydes d'azote dont je parlais tout à l'heure, ce sont également des polluants atmosphériques qui vont avoir un impact sur la santé des gens, et également les particules ultra fines, qui sont les particules les plus dangereuses puisque ce sont celles qui pénètrent le plus profondément à l'intérieur de l'organisme et qui ensuite, créent, des cancers, et cetera. Donc globalement, il y a aussi alentour des aéroports et pour les travailleurs dans les aéroports et sous les couloirs, d'atterrissage et de décollage, énormément de pollution atmosphérique, non négligeable, et puis une pollution induite par le trafic routier qui est engendré par, les gros hubs, comme, Roissy par exemple. Par ailleurs, il y a aussi une nuisance qui se voit, j'allais dire, mais qui s'entend aussi beaucoup, qui est pas du tout négligeable, ce sont les nuisances sonores. C'est un véritable problème de santé publique, et c'est vraiment quelque chose, qui,
est de plus en plus préoccupant puisqu'en fait, peu de mesures sont prises par les pouvoirs publics pour diminuer le bruit. Et là encore, il ne s'agit pas seulement de confort, mais il s'agit véritablement d'un problème, voilà, qui crée, du stress, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de diabète, des problèmes d'apprentissage pour les enfants et donc tout ça, eh bien, finalement, plaide en faveur d'une réduction du trafic aérien, aussi bien que pour le climat. Hem, Petite question supplémentaire, quel, pourcentage de la population française, selon vous, prend l'avion au moins une fois par an? Je vous invite à écrire, vos réponses dans le chat. Si vous avez une petite idée, vous pouvez essayer. 10 pour Léo, c'est un peu plus. 20 Yves, ouais, c'est pas mal. Alors, c'est 23 de la population française qui prend l'avion au moins une fois par an. C'est 11 qui va, le prendre, plus d'une fois par an. Donc sur, voilà, une fois par an, juste une, on est sur 23 de la population française. Seulement un quart des Français prend l'avion chaque année. Et quand on va, le prendre plusieurs fois, et bien là, on est sur un dixième de la population française qui ne le prend, voilà, qui le prend plusieurs fois par an. Et à l'inverse, et bien, seulement en fait 33 de la population française, donc un tiers de la population française ne prend jamais l'avion. Enfin en tout cas, voilà. Donc ce qui est important, de garder en tête là, c'est qu'il y a un discours dominant, favorisé par l'industrie sur, la démocratisation de l'avion qui aurait permis à beaucoup, beaucoup plus de personnes de prendre l'avion et que ce serait vraiment un progrès, grâce au low cost en particulier et à des conditions, d'ailleurs de travail très précaires pour les personnes qui travaillent dans ces compagnies. Eh bien, en fait, ça n'est pas tout à fait vrai. Le trafic aérien augmente avec le low cost, surtout parce qu'il y a une multiplication des voyages des mêmes voyageurs, en fait, de voyageurs qui sont plutôt aisés et qui vont faire plusieurs allers-retours dans l'année, alors que, la part, de personnes qui ne prend pas l'avion reste, assez stable, elle ne diminue pas. Voilà pour ça. Donc ça, c'est assez important à avoir en tête si vous argumentez là-dessus avec quelqu'un qui pense que, il y a une démocratisation de l'avion et qu'elle est, plutôt, favorable et que finalement l'avion ne serait pas quelque chose qui serait mal réparti dans la population, c'est faux. Par ailleurs, si on regarde au global, alors là évidemment, c'est encore plus, flagrant. Quelqu'un l'a cité dans le chat, 1 de la population mondiale et enfin non, 80 de la population mondiale n'a jamais mis les pieds dans un avion et du coup 1 de la population mondiale est responsable de 50 des émissions du trafic aérien. Donc c'est ce que montre, cette petite infographie qu'on a l'habitude de montrer à Stay Grounded. Et il existe en fait une, corrélation très claire entre le revenu personnel des personnes et leur, habitude de voyage en avion et le nombre de vols pris. Voilà. En gros, on peut noter que 10 des plus riches consomment 75 de l'énergie imputable au trafic aérien. Donc voilà, donc c'est important de rappeler ces chiffres-là parce que en fait, on constate que ce comportement qu'on a l'habitude de considérer comme normal, le fait de prendre l'avion un peu comme si c'était une trottinette pour un oui ou pour un non, eh bien, c'est pas du tout quelque chose de partagé dans le monde et c'est pas souhaitable en fait que ce soit partagé dans le monde. D'ailleurs, moi, il y a un chiffre que j'aime bien, que vous si vous arrivez à le retenir, et que vous avez envie de le partager, c'est chouette. Mais c'est que voilà, si la population mondiale prenait l'avion comme les 10 d'Européens les plus riches et c'est pas si difficile d'être dans les 10 d'Européens les plus riches, hein. Certains peut-être, enfin, en tout cas, si vous regardez vos revenus, parfois on est plus privilégié qu'on le croit. Eh bien, ça générerait 23 milliards de tonnes de CO2 et 23 milliards de tonnes de CO2, eh bien, c'est égal à 2 tiers des émissions de 2019. En fait, clairement, si l'ensemble de la population mondiale devait avoir le même recours à l'avion que les plus riches européens, on serait dans une situation complètement catastrophique en termes d'émissions. Donc il y a une nécessité de réduire le trafic aérien, d'abord dans les pays qui le prennent le plus,
et évidemment, en fait, pour l'ensemble de la population, dans le monde. Par ailleurs, eh bien, le secteur aérien a tendance à faire croire que tout peut continuer comme avant, parce qu'ils mettent en avant un certain nombre de solutions technologiques, solutions avec de très gros guillemets, qui sont en fait, simplement là enfin, qui sont simplement instrumentalisées, dans une forme de greenwashing plus ou moins poussée pour nous faire croire que le problème est sous contrôle et qu'on peut continuer à prendre l'avion comme avant. Enfin, comme on peut continuer comme, voilà, ad vitam aeternam, avec ce recours à l'avion problématique. Donc, ce sont des tout petits rappels sur cette slide. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous renvoie à notre site internet rester-sur-terre.org et aux fiches greenwashing, donc /greenwashing. Vous retrouvez, tout le détail et toute, enfin, la description de en quoi ces solutions technologiques sont insuffisantes. Mais globalement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, voilà, les gains d'efficacité, donc l'amélioration de l'efficacité des moteurs ou bien de l'aérodynamisme de l'appareil, eh bien, sont toujours engloutis par la croissance du secteur. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, en fait. Que les avions électriques ou à hydrogène sont des mythes qui sont instrumentalisés par le secteur pour faire croire qu'on a une solution à portée de main, que tout ce qui est agrocarburant ou e-carburant, donc des fuels synthétiques, pour remplacer le kérosène, ne sont pas en fait, ne peuvent pas être mis à l'échelle, et que par ailleurs, ils posent d'énormes problèmes en fait, de disponibilité des ressources, soit en électricité renouvelable, soit de ressources, de matériaux, organiques et cetera, et puis ils engendrent un certain nombre de problèmes de biodiversité et de droits humains, qui ne sont absolument pas négligeables, et de même la compensation parfois mise en avant par les compagnies ou par le secteur. Donc le fait de payer pour que des projets, soient effectués pour, soit capter le carbone, soit ne pas l'émettre, sur d'autres secteurs, et bien présente également énormément de failles et de biais, et n'est pas en fait déployable dans, les ordres de grandeur nécessaires pour maintenir la croissance du trafic telle qu'elle est projetée par le secteur lui-même. Donc voilà, donc ça vraiment, voilà, ce qu'il faut garder en tête peut-être pour, récapituler, c'est que, et c'est ce que j'aime beaucoup, enfin c'est la formule que j'emploie moi la plupart du temps, c'est que les solutions technologiques ne sont ni suffisamment efficaces, ni suffisamment rapides et ni suffisamment fiables pour en fait, décarboner le secteur aérien, et que du coup la seule solution à notre portée à l'heure actuelle qui coche ces 3 cases: efficacité, rapidité et fiabilité, eh bien, c'est la décroissance du trafic aérien. Hem, Par ailleurs, on peut rappeler, hein, que, non content d'être un transport, très injuste, eh bien, le secteur aérien est également très favorisé par, des exonérations fiscales qui lui sont accordées, eh bien, sur plein de niveaux. Donc à la fois le fait que le kérosène ne soit pas taxé, le fait qu'il y a pas de TICPE en France, le fait que la taxe, voilà, oui, enfin, les voyages ne sont pas taxés alors qu'ils le sont beaucoup plus en train, par exemple, à cause des péages, du réseau ferré, et on voit aussi beaucoup de subventions, d'argent public qui, va, en direction des aéroports ou de compagnies aériennes, pour, l'aide à l'installation de compagnies sur de petits aéroports, et des renflouements massifs qui ont été effectués, lors de la période covid. Et bon, c'est pas encore, bon, je ne parle pas, il y a tant d'incertitudes au niveau de ce qui se passe pour le budget de 2025 que je vais pas en parler, mais on avait un espoir que la taxe sur les billets d'avion soit un tout petit peu augmentée. Le Sénat a voté quelque chose d'assez ridicule. Maintenant, c'est encore plus flou puisque, il y a peut-être, voilà, une censure qui va se produire. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne va pas dans le bon sens. Pour l'instant, l'avion n'est pas suffisamment taxé. Et par ailleurs, vous le savez sans doute, en tout cas celles et ceux qui travaillent au local contre des extensions d'aéroports, il y a encore énormément de projets d'agrandissement, d'aéroports. Donc ça ne passe pas forcément par une augmentation de la taille de la piste, ça peut être simplement des projets d'aménagement, d'aérogares qui permettent d'accueillir davantage de passagers.
et donc qui produisent une augmentation du trafic, quand la piste n'est pas, saturée, et c'est souvent le cas. Et donc il y a encore, malgré la loi climat et résilience, votée en 2021 qui devait interdire ces extensions d'aéroports, et bien, il y a encore une dizaine de projets en France, contre lesquels des collectifs locaux se battent. Hem Et souvent avec les moyens du bord et pas mal de difficultés à se faire entendre au niveau de la justice. Dernièrement, par exemple à Marseille, alors que les associations portent un recours en justice contre l'extension depuis 3 ans, et bien, en fait, les travaux ont été, achevés, et le nouvel aérogare a été inauguré, en juin dernier, alors même que la justice n'a toujours pas tranché, en fait, n'a toujours pas été amenée à se prononcer lors d'une audience, sur le recours qui était porté par les associations. Donc vraiment une situation, qui est assez, préoccupante, et où on voit le décalage entre les enjeux et ce qui se produit politiquement. Voilà, donc vous l'avez sans doute compris, le message principal que nous portons à Rester sur terre, c'est que la réduction du trafic aérien est une nécessité, que en fait, les mesures de sobriété et de régulation du trafic, sont les seules à même de «décarboner» entre guillemets, un secteur qui n'est pas décarbonable, à l'heure actuelle. Hem, c'est pas nous qui le disons d'ailleurs, c'est la plupart des rapports scientifiques sur la question, et je vous renvoie à 3 grands rapports. Les synthèses sont assez, faciles à lire, enfin, donc voilà, si vous voulez vous y référer, n'hésitez pas à les regarder. Après dans un débat, enfin une discussion, autour d'un repas de Noël, c'est peut-être pas les plus faciles à faire valoir, mais vous pouvez aller les regarder, et si vous avez, des gens très pointus autour de vous aussi, leur proposer d'aller les voir. Il y a donc le rapport du Shift Project avec Supaéro Décarbo qui s'appelait «Pouvoir voler en 2050», qui est paru en mars 2021. Il y a le référentiel de l'ISAE Supaéro, donc le référentiel aviation et climat, qui est donc une publication revue par les pairs, qui date de mai 2022, et il y a donc le rapport de l'ADEME, élaboration de scénarios de transition écologique du secteur aérien, septembre 2022, et ces 3 rapports disent exactement la même chose, que les solutions technologiques ne sont pas suffisantes et qu'il faut penser aussi, à des mesures de sobriété et de régulation. Voilà, je l'ai dit juste avant, mais en gros, c'est ça la conclusion. Et donc, c'est pour ça que nous, à Rester sur terre, eh bien, nous avons toute une panoplie de revendications, que nous portons, à différents niveaux. Il faut bien évidemment interdire, toute nouvelle infrastructure permettant d'augmenter le trafic, donc que ce soit des nouveaux aéroports ou des extensions d'aéroports. Il faut, plafonner le trafic aérien, donc limiter le nombre de créneaux de vol, qui peuvent décoller, et limiter également les émissions de CO2, donc limiter, les longs courriers, par exemple. Il faut taxer les grands voyageurs, et il faut, limiter la publicité pour l'avion, voire l'interdire, et cetera, supprimer les subventions publiques, notamment des régions, aux aéroports, aux petits aéroports, et cetera. Voilà, donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons, pas avec le même degré d'énergie, mais si un des sujets en particulier vous intéresse, et je pense que ce sera ça ma conclusion, c'est que certes, quand quelqu'un prend moins l'avion, eh bien, c'est toujours une petite victoire importante, parce que cette personne va justement limiter son impact personnel, mais aussi montrer l'exemple, et faire tache d'huile dans la société. Mais évidemment, nous ne pensons pas, à l'heure actuelle, vu la, heu gravité de la situation, que c'est seulement les petits gestes individuels qui vont, permettre, de sortir de la panade, mais c'est en fait, des mesures systémiques, des mesures structurelles, des mesures qui sont organisées et qui sont donc, décidées politiquement, et donc c'est pour ça que, nos comportements individuels doivent aussi faire en sorte, et bien de faire changer, la et de réguler en fait le trafic aérien. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et puis je peux, y répondre rapidement. Si ça vous vient plus tard, je reste à votre disposition, comme je l'ai dit, pour y répondre par mail, il y a pas de souci.
Ou si vous voulez des formations plus approfondies sur ces questions-là, on peut aussi en mettre en place. Il y a Yves qui a une remarque sur, changer le schéma. Beaucoup de gens admirent les gens qui sont allés à l'autre bout de la planète. Oui, il y a on n'en parle pas du tout là dans cette formation, mais c'est vrai, heu, le fait de prendre l'avion est un marqueur social de réussite sociale fort et du coup ça, fait perdurer, ce fait-là. Mais quasiment tous les comportements, polluants sont en fait des marqueurs, de réussite sociale, c'est le cas des grosses bagnoles, c'est le cas de la viande, c'est le cas d'un peu tout ça. Changer les récits, nous dit Françoise, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'on est là, mais c'est vrai qu'on peut aussi, prendre de multiples manières de le faire. Je ne l'ai pas dit dans la diapo sur les revendications, mais évidemment promouvoir d'autres moyens de transport, des alternatives et du coup, le fait de voyager plus lentement ou moins loin, c'est aussi quelque chose de fondamental. Alors si vous avez pas de questions et ben, je vous propose d'avancer comme ça on aura le temps vraiment pour, cette partie en petits groupes. Donc la proposition qu'on vous fait avec Elisabeth, c'est donc, de faire un petit jeu de rôle à 3. Donc je vous les affiche ici. Ce qu'on aimerait vous proposer, c'est donc, de partir dans des salles séparées à 3 personnes et du coup, de discuter. Donc dans la salle 1, on vous propose, pour un week-end à Barcelone, je ne peux pas voyager en train, je travaille, moi je n'ai pas le temps. Donc il y a une personne qui sera vous, qui prend plus l'avion ou qui prend moins l'avion. Il y a la personne qui joue ce rôle-là et il y a une personne observatrice et vous pouvez, imaginer une scénette, enfin en tout cas, la jouer et ensuite, vous faire des retours sur ce qui s'est bien passé ou mal passé dans la discussion. Donc Charlène, je peux intervenir? oui, vas-y, oui, vas-y, j'étais en train d'enchaîner, mais en fait, je te laisse Euh, expliquer, ce En sera mieux. fait, là, oui, moi, je vous ai fait des propositions, mais je suis à peu près certaine que dans chaque salle, la personne qui fera l'interlocuteur aura peut-être le souvenir d'une situation précise, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été évoquées là déjà dans le chat, et donc aura envie de jouer ça. Donc, celui qui joue entre guillemets l'interlocuteur, c'est-à-dire celui qui prend l'avion, il doit être un peu ambivalent quand même. C'est-à-dire, c'est pas un climato-sceptique. Sinon, on n'arrivera à rien, hein. Il faut qu'il soit un peu hésitant, au minimum hésitant ou en réflexion. Et donc, il y en a un autre qui va essayer essayer d'argumenter, mais d'essayer de le faire parler avec des questions ouvertes et de rebondir, ce qui va dans le bon sens, voilà, donc d'encourager. Et puis le troisième va essayer de voir si on est bien pas dans l'argumentation, mais dans la question ouverte et la reformulation et l'encouragement. Et vous en discuterez entre vous à la fin de la petite scénette. Je pense que 5 à 8 minutes, c'est tout à fait convenable pour une petite scène, un petit jeu de rôle comme ça. Donc, si vous n'avez pas d'idée, bah, il y a en fait les trois propositions. Si vous avez des idées, vous pouvez tout à fait mettre en pratique votre propre situation. Merci beaucoup d'avoir fait ces précisions-là, Elisabeth. Et il y a une question de l'autre Elisabeth dans le chat. J'aimerais peut-être juste intervenir ou préciser. Donc, par rapport au fret aérien, donc Elisabeth a eu une discussion avec son gendre qui travaille à Roissy et le fret aérien pollue soit sans commune mesure avec le fret de tourisme. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Le fret aérien représente 11% des émissions de l'ensemble de l'aérien à peu près. Donc c'est pas négligeable, enfin c'est vraiment un dixième, mais c'est pas non plus, c'est surtout le transport de passagers à l'heure actuelle qui pollue. Après, c'est aussi 2 sujets qui sont liés, parce qu'effectivement, souvent, en fait, il y a du fret aérien, enfin les avions de tourisme sont utilisés pour charger des marchandises et en fait, le covid a renforcé, tout ce travail, ce développement du fret aérien parce que les avions étaient cloués au sol, mais bah, certains pilotes, ont dû donc embarquer plus de marchandises et par ailleurs, effectivement, c'est une partie qui est en plein boom avec, tout ce qui est commerce en ligne, notamment avec les plateformes comme Shein ou Temu.
Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est quand même moins que le transport de passagers. Voilà, et Elisabeth nous demande si on a j'avais l'impression que ce que nous faisons est une goutte d'eau dans tout ça, non? Et ben, oui et en même temps, il faut la faire parce que sinon, on n'avancera pas. Enfin, en tout cas, je suis convaincue qu'il y a aussi des changements d'échelle, qui se produisent et il y a aussi des signaux faibles qui montrent que ce qu'on fait, n'est pas vain et qu'il est pas, voilà, il est pas inutile. Mais par contre, il faut aussi se préserver et ne pas forcément imaginer qu'on va pouvoir, tout changer d'un coup parce que ça n'est pas vrai, effectivement. Désolée pour la réponse un peu longue. Donc oui, je vous propose, je vais fermer l'enregistrement et puis je vais vous proposer de partir dans les petites salles. Hop, je l'arrête.